Je crois que la guerre apprend l'humilité. Pourquoi? Parce que quand on a fait la guerre, on sait que le même homme peut un jour être courageux, le lendemain il peut être un lâche, que le courage peut dépendre de quelque chose d'infime et que quand on a vécu cela, on est très prudent vis-à-vis de ses propres certitudes, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Mais ceci étant dit, la guerre est une tragédie, mais c'est quelquefois un mal nécessaire. Il faut prendre les fusils pour faire taire les fusils. Élie Denoy de Saint-Marc est né le 11 février 1922 à Bordeaux. Il fut résistant, officier de l'armée française, décoré des plus hautes distinctions militaires avec pas moins de 13 citations. Il commanda également, par intérim, le 1er régiment étranger de parachutistes. Issu d'une famille de notables catholiques du Périgord, son père est avocat. Jeune, il rêvait de voyages lointains, de la grande France d'outre-mer. Adolescent, au début de la Seconde Guerre mondiale, il va entrer en résistance dans le réseau Jade Amicole sous l'impulsion du père Bernard de Goro-Starzou. Il voit arriver sur Bordeaux l'armée française accompagnée des autorités en pleine débâcle. Son monde s'écroule, tout comme ses rêves d'enfant. Il sera dénoncé en 1943 pour ses actions en tant que résistant. Arrêté par la Gestapo, il est alors déporté au camp de concentration de Buchenwald. Ça m'arrivait devant la grande porte. Et là, j'ai compris que, de manière intuitive, que je rentrais dans une autre planète. Son seul but est de finir la journée pour en recommencer une le lendemain. En septembre 1944, il est déplacé au camp satellite de Langenstein-Zweiberge, où la mortalité est extrême. Il ne doit sa survie qu'à un mineur laiton culotté. Une espèce d'armoire à glace qui était assez méchant, assez austère, assez brutal vis-à-vis de moi au début, et puis qui s'est pris d'amitié pour moi. Et dès que la surveillance se relâchait un petit peu, il foutait le camp. Il revenait avec de l'alimentation. Et il allait fouiller dans les musettes. Il aurait été pris sur le fait et était fusillé immédiatement. Le camp est libéré par les Américains. Ne pesant plus que 35 kilos, il est envoyé dans un hôpital. Il ne se souvient même plus de son nom. Et il fut parmi les 30 derniers rescapés d'un convoi de 1000 personnes. Il a alors 23 ans. En septembre 1946, il entre à Saint-Cyr grâce à ses faits de résistance. Il va servir au sein de la Légion étrangère, plus précisément au 3e régiment étranger d'infanterie en Indochine, accompagné d'Allemands, entre autres. Il est émerveillé par ce paradis. Mais il connaît les embuscades difficiles. Jeune lieutenant en 1949, il est affecté au poste de Talung, à la frontière chinoise, où il va essayer de rassurer les villageois. Les contacts extérieurs sont difficiles et se font uniquement par radio. En octobre 1949, les nationalistes chinois se font écraser par les troupes de Mao. La situation d'Élie de Saint-Marc est précaire et il sera évacué très rapidement en abandonnant toutes ces personnes avec qui il avait vécu 18 mois environ. J'ai essayé d'éviter l'inévitable.
question de dire mais est-ce qu'on ne peut pas rester? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions de renforcement? Non, il m'a dit c'est une décision et c'est une chose qu'il faut faire très rapidement. Pour lui, Talung est un déclic. Il y aura un avant et un après. Et 36 heures après, ou 48 heures, nous avons vu arriver des hommes et des femmes qui par la forêt nous ont rejoints et nous ont expliqué que quelques heures après notre départ, nos adversaires, le Viet Minh, ont occupé la région et ont massacré ceux qui nous avaient fait confiance. Ce village sera rapidement pris par les communistes, au prix de nombreux massacres. Je crois que c'est une chose qui explique que je suis devenu un officier rebelle. En 1951, il retourne en Indochine. Pour lui, c'est une plaie ouverte. Il se trouve au sein du 2e bataillon étranger de parachutistes. La situation est apocalyptique. Le 1er bataillon étranger parachutiste est anéanti. Dien Bien Phu scelle la défaite française. Les catholiques du Tonkin sont en exode. Eli est capitaine et a 32 ans. Il est profondément blessé au fond de lui par cette tragédie du Vietnam. En 1953, il sera affecté au 11e régiment de choc pour les services secrets français. En 1954, il est au 1er régiment étranger parachutiste et se battra une dernière fois en Indochine en tant que commandant de compagnie. Hasard de l'histoire, mais il aura sous ses ordres le jeune lieutenant Le Pen. En 1956, il participe aussi à la crise du canal de Suez. Il interviendra dans ce conflit dès les premiers troubles. La guerre gagne du terrain. Pour lui, l'Algérie devait se faire avec la France. Nous étions très conscients de ce que cette guerre en Algérie était une guerre ambiguë. C'est une guerre sur un sol français contre des hommes qui avaient la nationalité française. Ça avait quand même presque une figure de guerre civile. Pendant la bataille d'Alger, il ne participe plus au combat. Il est directeur de cabinet du général Massu et officier de presse. En janvier 1957, période compliquée. Il voit les ambulances aller et venir. Il voit et entend les bombes tuer des innocents. Le Front de Libération Nationale est vaincu pour le moment. La situation est instable. En 1958, il y a l'insurrection des Pieds Noirs. Pour Élie de Saint-Marc, le discours du général de Gaulle du 4 juin 1958 sera une source d'incompréhension et le doute s'installe. Je ne crois pas qu'il nous ait compris. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir trouvé des paroles extraordinaires pour répondre à une situation. Je vous ai compris! Il s'inquiète. Souvenir jaune, l'Indochine. Il ne veut pas revivre le jour où il a abandonné ses gens en Asie du Sud-Est. À la tête du 1er régiment étranger parachutiste, il participe au putsch des généraux, tentative de coup d'État conduite par Maurice Challe, Edmond Jouot, Raoul Salan et André Zeller contre la politique de Charles de Gaulle, refusant l'abandon de l'Algérie française. Pour Élie de Saint-Marc, l'Indochine est présente dans sa tête et il ne veut plus abandonner une nouvelle fois ses populations françaises. Il est arrêté pour cette participation au putsch des généraux. Le 5 juin 1961, le jugement débute. Il sera condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Un choc, et puis la volonté de bien me tenir, de réagir honorablement sous l'épreuve, sous le choc. Donc j'ai fait quelques gestes que j'avais un petit peu prévus d'avance, c'est-à-dire j'ai retiré mes décorations, je les ai remis à mon avocat. Il va passer alors 5 ans dans la prison de Tulle, en Corrèze, et sera gracié le 25 décembre 1966. Cette sortie de prison lui fait revivre des moments douloureux.
je revis un petit peu tout ce que j'avais vécu, ce procès, les harkis épouillantés ou décapités. J'ai revu les files de pieds noirs attendant les bateaux. J'ai revu le jour où j'avais dit oui au général Charles. J'ai revu les combats que j'avais menés en Algérie. J'ai revu Talon. J'ai revu les partisans qui s'accrochaient au camion. J'ai revu mes camarades de déportation. J'ai revu les bois de mon enfance. Et j'ai revu mes parents qui étaient morts pendant ma détention. Il s'installe alors à Lyon et il sera réhabilité de ses droits civils et militaires qu'en 1978. Le 23 juin 1979, il est fait commandeur de la Légion d'honneur et en 1982, il se voit réintégré de ses droits. Il écrit ses mémoires en 2001. Le livre blanc de l'armée française en Algérie s'ouvre avec une interview d'Élie de Saint-Marc. Il a 89 ans en 2011 quand il est fait Grand Croix de la Légion d'honneur. Gardez le courage. Que Dieu vous garde. Je vous embrasse.